J'ai eu la chance d'étudier la médecine chinoise en Chine avec un cursus complet il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans en arrière. J'ai, par la suite, quand je suis revenu en France, ouvert un cabinet. J'ai commencé donc à soigner des gens. Ensuite, le hasard a fait que j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, ou plutôt, j'ai eu un premier heureux hasard qui a fait que j'ai écrit un premier ouvrage qui a eu un certain succès. À partir de là, j'ai commencé à enseigner et depuis, mon activité tourne autour de l'enseignement, de l'écriture, de la recherche et du soin. Et je m'amuse beaucoup dans ce métier. Que tu exerces avec passion. J'essaye. En tout cas, je ne peux vivre que par passion en ce qui me concerne. Donc, je le fais avec passion, c'est sûr. Ma première question serait sur la médecine chinoise. Comment est-ce qu'on pourrait définir la médecine chinoise? La Alors médecine ça, traditionnelle chinoise. Pourquoi est-ce qu'on ajoute traditionnelle? C'était aussi un… tout d'abord, je tiens à donner une petite précision. En Occident, à un moment donné, on a éprouvé le besoin d'ajouter le terme de traditionnel au terme médecine chinoise. Pourquoi? Pour la différencier de notre médecine occidentale scientifique. Ceci étant dit, dans le terme chinois, Zhongyi, on dit simplement médecine de Chine ou médecine chinoise. Il n'y a pas lieu obligatoirement de parler de traditionnel. Médecine chinoise est très convenable. Alors, c'est quoi la médecine chinoise? C'est tout simplement d'abord un système médical complet. Alors, qu'est-ce que c'est un système médical complet? C'est une médecine qui intègre tous les éléments fondamentaux, incontournables pour en faire justement une médecine. C'est-à-dire, la médecine chinoise intègre une anatomie, c'est comment est constitué l'être humain, une physiologie, c'est comment fonctionne cet être humain. Troisième élément, c'est les causes et les mécanismes des maladies, c'est d'où viennent les maladies et comment elles se développent. D'accord? Et à partir de là, on a ensuite un certain nombre d'outils diagnostiques qui permettent de déterminer quelle est la nature, la polarité de la pathologie. Et à partir de là, on a les thérapeutiques. Alors bien sûr, l'acupuncture, c'est ce qui est le plus connu, mais il y a aussi la moxibution, la phytothérapie chinoise, le massage chinois. Il y a une forme aussi d'ostéopathie chinoise, on peut dire ça comme ça, ostéopathie ou chiropraxie chinoise, et aussi la diététique chinoise, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que la médecine chinoise englobe tout ça. Donc, ce n'est pas simplement une thérapeutique. Par exemple, prenons l'aromathérapie, ce n'est qu'une thérapeutique, parce qu'elle est rattachée ensuite à la pensée souvent de la médecine occidentale. On va dire, telle huile essentielle va traiter, par exemple, une cystite, hein, d'accord, d'origine bactérienne, etc., etc. Donc, l'aromathérapie en elle-même n'est pas un système médical. La médecine chinoise est un système médical, comme notre médecine moderne, contemporaine. La médecine ayurvédique est un système médical, la médecine tibétaine est un système médical. Donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une médecine qui existe depuis environ 3000 ans. On peut dire que c'est probablement depuis 2000 ans où elle est vraiment très mieux structurée et qu'elle a participé en fait à l'accompagnement de la santé du peuple chinois. Et aujourd'hui, elle est encore pratiquée selon certains principes, certaines règles, certains traitements qui ont pratiquement 2000 ans. Moi, je soigne certains de mes patients avec des traitements phytothérapie dont, dont certains datent sont au moins vieux de 18 siècles. Donc, c'est dire, comment dire, l'accumulation d'expériences remarquables qu'a fait la médecine chinoise depuis son existence. Est-ce que cette médecine est uniquement pratiquée en Chine? Alors, on peut dire qu'actuellement, la médecine chinoise est pratiquée pratiquement partout. Bien sûr, en Chine, mais en toute l'Asie. Vous allez au Vietnam, vous allez en Corée, vous allez au Japon, dans tous les pays de l'Asie, vous trouverez des praticiens de médecine chinoise et une manière relativement développée. Ce n'est pas marginal. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, bien sûr, elle est implantée en Asie. Mais elle explose partout dans le monde entier. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, partout dans le monde occidental, elle se développe vraiment d'une manière remarquable. Et ça devient l'une des médecines. On est pratiquement certain que la médecine chinoise est actuellement la médecine
en dehors de la médecine conventionnelle, la médecine contemporaine et la médecine qui est la plus pratiquée au monde. En tout cas, la deuxième la plus pratiquée au monde. Donc, elle est vraiment en train d'exploser partout sur la planète. Et je pense que c'est pour l'intérêt de tout le monde, parce qu'elle est vraiment assez remarquable. Et depuis quand est-elle pratiquée en dehors de Chine? Alors, c'est toujours difficile d'avoir des certitudes, mais on sait qu'au début du 19e siècle, Soulier de Morin, un Français, avait importé l'acupuncture, donc de Chine, bien entendu, en direction de l'Occident. Donc, en Asie, je ne pourrais pas vous dire. Je pense qu'en Asie, ça fait très, très longtemps que la Chine s'est diffusée au Vietnam, en Corée, au Japon, etc. C'est une certitude, ça doit être très ancien. Favoriser ensuite une pratique, c'est au début du XXe siècle avec Soulier de Moran, en sachant que de la première partie du XXe siècle, en sachant qu'il y a bien sûr eu déjà avant des contacts avec les jésuites qui avaient ramené des choses sur la médecine chinoise, mais pas de manière assez structurée pour que certains occidentaux se l'approprient et en fassent une médecine, une pratique. Donc on peut dire que la pratique en Occident a commencé par la France, ça on peut raisonnablement le dire, et que ça a 60, 70 ans, quelque chose ou peut-être un peu plus maintenant, il faudrait vérifier, mais voilà, c'est à peu près cet ordre-là. Et Est-ce qu'il y a beaucoup... le gros boom, si tu veux, Daniel, de la médecine chinoise, ça a été, je pense, dans les années, fin des années 80, début des années 90, c'est là où en fait il y a eu un début vraiment d'une explosion de la médecine chinoise aux États-Unis. Alors c'est vrai que en fait, aux États-Unis, il y avait déjà eu des Chinois, lorsque vous savez que dans comment dire, l'édification de ce pays, aux États-Unis, il y a eu un certain nombre d'émigrants, notamment des immigrants qui venaient de Chine, d'Asie, et eux ont amené avec eux également, alors là c'est plus ancien, peut-être que le XXe siècle, c'est le XIXe siècle, avec eux, bien sûr, leur savoir. Mais ce savoir-là est resté, si vous me permettez l'expression, dans les Chinatown, donc dans des communautés très asiatiques fermées. Et il n'y avait pas eu ensuite la diffusion des Occidentaux. Alors peut-être que ponctuellement, ça s'est fait, je ne sais pas. Mais d'un point de vue, si vous voulez, vraiment établi, où vraiment à un moment donné, il y a de nombreux Occidentaux qui se mettent à étudier l'acupuncture, la phytothérapie chinoise, la diététique chinoise, etc., c'est quand même beaucoup plus récent. C'est les années 80 où il y a vraiment un début, un grand boom aux États-Unis, des années peut-être 90 en France, et à partir de là, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Indépendamment d'avoir ces cabinets, est-ce que tu es de temps en temps, est-ce que tu vas en Chine pour pouvoir travailler? Je vais régulièrement en Chine. Récemment, pas du tout, parce que vous Oui. savez ce qui s'est passé avec toutes ces histoires de pandémie, de pseudo-pandémie. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une limitation des mouvements et donc, je n'ai pas pu y aller. Mais sinon, j'y allais régulièrement, notamment pour étudier surtout. Si vous voulez, en Chine, actuellement, il y a encore vraiment de grands médecins qui sont vraiment qui ont une grande expérience clinique, une grande connaissance, et qui peuvent vraiment nous apporter beaucoup. Et moi, comme j'ai un peu une obsession de toujours tenter de trouver les meilleures solutions possibles pour mes patients, trouver des solutions et d'être le meilleur possible pour eux, eh bien, c'est d'aller voir auprès de très grands professionnels comme ça pour avoir de nouvelles solutions thérapeutiques, une meilleure maîtrise de, je sais pas, de la phytothérapie, de l'acupuncture, etc. Donc, j'y allais surtout, je dirais, pour augmenter mes connaissances. Mais augmenter les connaissances dans une pratique particulière, par exemple la phytothérapie, la, l'acupuncture, Non, ces derniers temps, quand j'allais en Chine, c'était toujours pour acquérir de meilleures connaissances sur le thème de la phytothérapie chinoise, des plantes chinoises, parce que c'est très probablement l'art thérapeutique le plus puissant, le plus remarquable qui existe en médecine chinoise. Bien sûr que l'acupuncture est la plus connue en Occident, mais c'est en tout cas pas celle qui est la plus réputée en Chine et pas la plus pratiquée. Ce qui est le plus pratiqué, c'est la phytothérapie.
on considère que les grands maîtres, les grands bonhommes de la médecine chinoise actuellement, en général, c'est tous des praticiens qui utilisent la phytothérapie chinoise. Donc, je suis passionné depuis toujours partout de la médecine chinoise, que ce soit l'acupuncture, la diététique, la phytothérapie chinoise. Tout m'intéresse, me passionne, mais j'ai peut-être une préférence pour la phytothérapie chinoise. La médecine, vous savez, chaque médecine est un système, est une matrice de pensée, un système de pensée, d'accord? Ce système de pensée, ce qui est un des paradigmes, c'est de dire que l'être humain, pour être en bonne santé, vivre bien, doit avoir un certain type d'équilibre entre deux forces opposées qu'on appelle le yin et le yang, d'accord? Pour simplifier. Et on essaie de trouver chez le patient, chez la personne, ce type de déséquilibre qui peut toucher tel organe, tel autre, tel système. Okay. Et à partir de là, on essaie de remettre de l'ordre. Normalement, la santé, c'est ça, c'est deux plateaux qui sont en équilibre. Si tout d'un coup, vous êtes comme ça au niveau, au niveau des intestins, pour dire une chose, vous allez être malade. Ben, nous, notre objectif, avec l'acupuncture, avec la moxibution, avec la diététique chinoise, avec la phytothérapie chinoise, c'est de remettre les choses en équilibre. Donc, que ce déséquilibre soit dû à une pollution de l'air, une pollution de notre alimentation, le stress de la vie moderne, la pollution qui est très importante des médicaments, des vaccins, peu importe la cause, nous, on sait repérer, c'est notre travail, c'est de repérer ce qui est déséquilibré et tenter de trouver une stratégie pour remettre de l'ordre. En fait, l'idée, c'est remettre l'organisme dans un bon fonctionnement, un fonctionnement normal, optimal. Parfois, la maladie est tellement grave, tellement sérieuse, qu'on ne peut pas toujours arriver à l'équilibre parfait. Mais peut-être de là, on arrive à là. Alors, ce n'est pas guéri, ce n'est pas une guérison. Mais le patient est quand même bien mieux déjà. Il peut avoir peut-être 50% de moins de souffrance. Vous comprenez? Donc, en d'autres termes, quelle que soit la cause, notre travail, nous, praticiens de médecine chinoise, c'est de remettre de l'ordre là où l'équilibre a été perdu, quelle que soit la cause. Pollution moderne ou des choses plus classiques. Et quelle est l'approche du diagnostic en médecine chinoise? Vous vous en doutez bien qu'il y a 2500 ans ou 3000 ans en arrière, il n'y avait pas les scanners, les radios, les analyses de sang, les analyses d'urine, etc. Donc, c'est tout un système différent de compréhension des pathologies. Alors, dans notre système, on a l'observation, par exemple l'observation des formes du patient, l'observation du teint, si vous avez un teint un peu jaunâtre, un peu gras, enfin en tout cas luisant, ou terne, ou pâle, ou rouge, et selon les zones du visage, ça donne des informations particulières sur le déséquilibre interne. On a également l'observation de la langue. La langue, si vous voulez, c'est un peu comme le miroir du fonctionnement de vos organes internes, qui permet de dire, tiens, dans l'estomac, il y a une hyperactivité, ou tiens, au niveau des reins, il y a un affaiblissement, etc., etc. Il y a également dans les outils diagnostiques que nous avons à disposition, la prise du pouls radial. Le pouls radial, ça se fait en fait sur le poignet. Il y a 3 positions et sur les deux bras. Et là encore, chaque position est en rapport avec un système organique, avec un organe. Et à partir de là, pareil, en fonction de sa forme, de la vitesse, du rythme et d'autres paramètres, ça nous permet de savoir si tel organe ou tel autre sont en déséquilibre, pour tenter justement de redonner cet équilibre dont on parlait tout à l'heure. On a également aussi un interrogatoire très, très précis. Par exemple, quelle que soit la pathologie, on va poser des questions importantes sur, comment dire, je sais pas moi, sur vos urines, sur vos selles, sur vos transpirations, sur votre frilosité, ou au contraire, si vous êtes toujours trop chaud. Il y a beaucoup de questions. Et toutes ces questions-là, l'observation, les palpations et plein d'autres choses qu'on ne va pas développer maintenant si on n'a pas le temps, mais tout ça, ça amène un certain nombre d'informations précises qui, recoupées, nous permettent de comprendre comment fonctionne ou dysfonctionne un être humain. Et il y a des choses très précises, c'est très, très précis, c'est très pointu, c'est vraiment très technique, c'est beaucoup de travail pour assimiler tout ça. Ce n'est pas un simple, si vous voulez, idée générale. Non, c'est très, 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 très pointu. Et ça permet justement de faire des diagnostics qui, en termes en tout cas de médecine chinoise, nous permet de faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Un diagnostic différentiel, c'est de dire,
l'idée, c'est quoi? C'est, quelle que soit la maladie, allez, prenons un exemple, la migraine. Ben, dans la vision chinoise, la migraine, il n'y a pas un type de migraine, il y a différents types de migraines. Et même s'il y a différents types de migraines, il y a différents types de migraines, mais chez telle ou telle personne. Et donc, on essaie de voir, si vous voulez, la spécificité de chaque personne qui a une migraine. Et ça oblige, si vous voulez, de faire un traitement individualisé. C'est du sur-mesure. En médecine chinoise, on n'est pas dans le prêt-à-porter. Enfin, certains peuvent faire du prêt-à-porter, si vous voulez. Mais normalement, c'est du sur-mesure. C'est de la haute couture. C'est-à-dire, c'est le traitement de la migraine, mais chez cette personne-là, qui a un certain âge, qui est un homme, qui est une femme, qui a voilà, un certain âge, qui a tel ou tel symptôme en plus de sa migraine, etc. etc. Et ça nous permet d'avoir un traitement qui cherche justement à remettre cet équilibre perdu pour faire que tout d'un coup, il n'ait plus, ou en tout cas moins, de migraine. Donc, si on a des outils très différents pour avoir une idée précise de ce qui est derrière les maladies, derrière la migraine. Hein, qu'est-ce qui provoque la migraine? Ben, tous ces outils diagnostiques nous permettent de comprendre voilà, ce qui est derrière la migraine et ce qui la provoque. Et à partir de là, on a à notre disposition différentes thérapeutiques, l'acupuncture, la moxibustion, les ventouses, on a le massage chinois, les plantes chinoises, la diététique chinoise, etc., qui permettent d'aider la personne à retrouver cet équilibre pour qu'elle soit libre de ses douleurs de migraine, par exemple. Ça, c'est aussi une caractéristique importante de la médecine chinoise, c'est d'avoir fait des liens avec des choses qui spontanément, on ne connaît pas forcément ces liens. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, dans l'histoire de la migraine, si on reprend le même exemple, on a certains types de migraines qui sont dus à ce qu'on appelle un excès de chaleur qui vient du foie et qui monte. Vous savez, la chaleur dans la nature, si vous regardez la chaleur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte. Hein. Dans le corps, c'est pareil. Si vous avez un excès de chaleur, d'hyperactivité dans le foie, elle a tendance à monter. Ça peut provoquer des migraines. Or, nous savons, en médecine chinoise, que le foie est connecté à certains tissus du corps qui nous permet de vérifier si, en effet, c'est le foie qui est incriminé dans cette migraine et pas autre chose. Et on a fait beaucoup de relations. Par exemple, dans le foie, on sait que les ongles, la région thoracique latérale, certaines émotions comme la colère, sont associées. Alors, si vous voyez un patient qui par exemple, a des migraines, mais qui en plus a souvent des colères, qui a des ongles un peu striés, qui a souvent des tensions dans la poitrine ou la région thoracique latérale, pour donner des exemples simples, eh bien, il est possible que ça soit le foie. C'est très possible que ce soit le foie. À ce moment-là, on va regarder le pouls, on va observer la langue pour confirmer ça, regarder le teint, pour dire, tiens, voilà, cette personne-là, elle a une migraine, mais de tel type, le foie, et je peux le confirmer parce que j'observe ça, ça, ça et ça. C'est-à-dire qu'en effet, la totalité du patient est pris en compte. C'est-à-dire que nous, en médecine chinoise, normalement, si on fait bien notre travail, on ne fait pas de traitement, par exemple, symptomatique. On s'appuie bien sûr sur les symptômes, les manifestations cliniques du patient. Il a ses souffrances, il dit, voilà, j'ai telle douleur, j'ai très faim, j'ai très soif, j'ai ceci, j'ai cela. Et on est bien obligé de partir de la souffrance du patient, mais elles sont utilisées, ces souffrances, pour essayer de comprendre l'histoire de la maladie, comprendre ce qu'il y a derrière la maladie. Et on ne va pas essayer de traiter symptomatiquement, donner un analgique si ça fait mal, mais essayer de trouver la cause. Par exemple, la cause de ce monsieur qui a des migraines dues à un excès de chaleur dans le foie, peut-être c'est parce qu'il a vécu une grosse frustration dans sa vie. Et nous, on sait que les frustrations vont entraver certaines fonctions du foie. Il va y avoir une accumulation de cette énergie, de certains types de substances, enfin on parle d'énergie, on va dire, pour parler simple, qui est au niveau du foie, qui fait que ça s'accumule au lieu de circuler normalement. Et quand ça bloque, quand ça stagne, ça s'accumule. Et comme le qi, par nature, l'énergie par nature est plutôt chaude, si vous mettez quelque chose de chaud à un endroit, quelque chose qui est nature chaude, en grande quantité à un endroit, à un moment donné, ça va faire beaucoup de chaleur. Et si vous avez beaucoup de chaleur au niveau du foie, cette chaleur peut monter par rapport au trajet des méridiens du foie et amener des migraines, des maux de tête, des choses de cet ordre-là. Alors tout à fait, et c'est même extrêmement développé.
En médecine chinoise, on considère que les maladies, pour faire simple, il y a trois catégories de maladies. On parle de maladies externes. C'est un peu, on va dire, pour simplifier, les facteurs climatiques qui peuvent faire en sorte d'attaquer le corps et provoquer des maladies. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire un peu bizarre? Rappelez-vous de la canicule, je crois que c'était en 2003, si je ne dis pas de Oui, bêtises. Canicule, il y a eu énormément de gens qui sont morts à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que l'être humain est dans la nature et qu'il subit les influences de la nature. Et que ces influences peuvent parfois provoquer des douleurs. Les douleurs les rhumatismes qui s'aggravent quand il y a un temps pluvieux ou orageux, pareil. Ce sont quelques exemples pour bien faire comprendre. Mais en fait, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc d'abord, il y a les maladies externes. Ensuite, il y a les maladies internes. Et dans les maladies internes, ce sont justement les émotions. On considère que les émotions sont la cause interne des maladies. Et ensuite, la troisième catégorie sont les maladies qu'on appelle ni externes, ni internes, ni externes, qui intègrent un certain nombre de choses, comme par exemple le fait d'avoir une mauvaise alimentation, d'avoir du stress, des choses de cet ordre-là, ou une blessure, une fracture, des choses qui sont ni dues au climat extérieur, ni dues au climat intérieur, si vous me permettez l'expression, des émotions. Donc oui, les émotions sont particulièrement observées, étudiées et traitées en médecine chinoise. C'est même remarquable. Alors, je vais dire quelque chose, mais il ne faut pas le voir mal ce que je vais dire, mais moi, j'ai écrit 2 ouvrages sur le sujet et actuellement, je suis en pleine formation sur justement la gestion des émotions selon la médecine chinoise et c'est simplement remarquable. C'est beau. Enfin, tu vois, c'est une des choses sur lesquelles moi je me suis le plus approfondi et c'est vraiment, vraiment pertinent. On peut vraiment, vraiment aider la souffrance émotionnelle. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que systématiquement c'est miraculeux, bien sûr que non, mais très souvent on a vraiment des belles choses. Par exemple, en ce moment, je suis en train de traiter une jeune fille qui va passer le bac cette année, depuis jeune femme brillante, intellectuellement qui tient la route, qui est très bonne, mais à chaque fois qu'elle passe des examens, elle perd ses moyens. Alors qu'en dehors des examens, tout va bien, sûre d'elle, etc. Mais dès qu'il y a un examen, elle perd ses moyens, ça la met dans des états pas possibles d'anxiété, etc. Je la suis depuis, je ne sais pas moi, peut-être 2 ou 3 mois, j'ai dû faire 5-6 séances d'acupuncture. On n'a fait que l'acupuncture. On donnait un petit peu de plantes aussi, mais surtout de l'acupuncture. Et je l'ai vue encore, c'était mardi dernier. Je l'ai vu, c'était hier. Et elle me disait, je lui demandais, alors comment tu te sens en ce moment quand tu fais un examen? Il dit, je sens un petit quelque chose, mais alors je me sens vraiment beaucoup plus décontracté. Et surtout, j'ai compris que je fasse bien, que j'ai une bonne note ou une mauvaise note, c'est pas grave, c'est pas fondamental. Je vais pas perdre ma vie, même si j'ai une mauvaise note. Donc, je suis complètement relaxé. C'est une anxiété qui fait mal. Hein. Quand, cette personne-là avait vraiment une anxiété qui l'a paralysée. Et en quelques séances, c'est pas énorme, on a réussi à la rendre plus tranquille et une évolution, même au niveau de sa conscience. C'est ça qui est plus extraordinaire. C'est là où on voit que c'est plus fort que de donner un anxiolytique. C'est l'anxiolytique, vous l'enlevez, c'est fini, ça revient. Ça ne traite rien. Ça calme des symptômes. Ça, c'est une réalité. La plupart des antidépresseurs, c'est pareil, ça ne traite pas, ça calme la personne. Alors après, la dépression, elle peut partir d'elle-même, parce que la personne a fait une évolution, mais ce n'est pas l'antidépresseur ni l'anxiolytique qui soigne, ce n'est pas vrai. Bon, moi, je peux dire que parfois, j'ai réussi à modifier l'état de conscience d'une personne grâce à des plantes, grâce à des aiguilles, d'acupuncture, etc., pour leur permettre vraiment d'avoir une vie différente, d'avoir comment dire, en tout cas, sur l'aspect émotionnel dont ils souffraient, il y a une vraie modification. Et ça, je pense que c'est supérieur à simplement atténuer des douleurs. Moi, j'ai un diplôme d'État qui me permet de pratiquer en Chine. Je suis médecin. Alors, pour la France, je suis en hors-la-loi, quelqu'un sur lequel on pourrait même attaquer en justice, etc. Mais pour plus d'1 milliard 250 millions, je suis médecin. et être médecin en médecine chinoise, c'est être médecin, être psychologue, être acupuncteur, être diététicien. Oui et non. Je dirais, en Occident, en Europe, en France, en Suisse, en Belgique, où la médecine chinoise n'est pas encore non plus une médecine
officielle, d'État, reconnue, où tout le monde, que tout le monde, comment dire, utilise. Donc, le nombre de patients, bien sûr, beaucoup plus restreint que la médecine conventionnelle. Ce qui fait que c'est difficile actuellement pour un praticien de médecine chinoise de devenir un spécialiste, par exemple, de la gynécologie en médecine chinoise ou de la dermatologie en médecine chinoise, vous comprenez, ou de la rhumatologie. On pourrait imaginer d'être spécialiste dans le traitement des maladies infectieuses, dans le traitement. C'est tout à fait. En Chine, ça fonctionne aussi comme ça. Tous les médecins sont capables et ont le droit de soigner toutes les pathologies. En revanche, c'est vrai que quand vous accumulez une expérience sur un domaine, vous êtes quand même plus à l'aise, vous avez plus de certitude et c'est plus rapide pour comprendre le patient et trouver une solution. Le problème que nous avons, praticiens de médecine chinoise, c'est qu'on vient toujours nous voir pour des choses super compliquées. Pratiquement toujours, allez, on va dire au moins 4 fois sur 5, les gens viennent nous voir pour des choses super compliquées pour lesquelles la médecine occidentale, la médecine conventionnelle, n'a pas de solution ou n'arrive pas à trouver de solution. Donc, on arrive toujours à avoir des patients un peu difficiles. Il faut dire qu'à chaque fois, c'est un challenge. Je peux vous dire que les gens qui résistent, les praticiens qui résistent à ça, en général, sur plusieurs années, c'est que c'est des bons. Vous ne pouvez pas, en Europe, être un mauvais praticien de médecine chinoise si pendant 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, mais au bout d'un moment, vous n'avez plus de patients. Parce que comme ce n'est pas remboursé, en tout cas, en France, en Belgique, en Espagne, dans la plupart des pays, ce n'est pas remboursé. Ça veut dire que les gens viennent vous voir parce qu'ils ont confiance en vous au départ, mais ils veulent les résultats tout de suite. Ils sont très exigeants et ils viennent souvent avec des pathologies complexes. Donc, pour nous, c'est à chaque fois un challenge. Ce n'est pas de tout repos. C'est un métier difficile. Passionnant, génial, parce qu'on a de grandes récompenses et qu'on arrive vraiment à aider les gens d'une manière remarquable. Mais c'est vraiment un challenge. Donc, c'est difficile aujourd'hui, à cause de cette quantité de patients quand même relativement réduite, de devenir un spécialiste. Pourtant, je pense que ça serait une bonne chose. Mais en effet, dans les faits, on est à la fois psychologue, à la fois diététicien, à la fois pharmacologue, en même temps acupuncteur et plein de choses. C'est un petit peu la difficulté d'aujourd'hui. On est obligé d'être un peu bon partout, quoi. Voilà, depuis pas mal de temps, depuis plusieurs décennies. Et si vous voulez, donc, la majorité, c'est en train de changer, mais jusqu'à pas si longtemps que ça, l'écrasante majorité des médecins étaient dans un contexte hospitalier. C'est toujours dans l'hôpital, en consultation externe ou en consultation interne. Dans la consultation externe, quand vous allez à l'hôpital et vous allez voir à l'accueil pour payer votre consultation, vous demandez à voir normalement un spécialiste de ceci, de cela. Soit vous connaissez le nom du médecin, dites voilà, mais en général, ils sont toujours présentés avec leur photo et leur spécialité. Certains ont plusieurs spécialités, mais il y en a qui vont faire, par exemple, que les maladies cardiaques, d'autres que les maladies pulmonaires, d'autres que les maladies je sais pas, émotionnelles, ce que vous voulez. Et c'est une lourde tendance. Maintenant, les grands spécialistes, les monstres sacrés qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont un peu des génies de la médecine chinoise, le plus souvent sont des gens qui sont plutôt des généralistes, qui traitent de tout. Maladies métaboliques, digestives, cardiaques, ils sont obligés de toucher à tout, quoi. De toute façon, on étudie tout. Dans notre formation de base, on étudie toutes les spécialités. Donc, ça règle le problème. Mais ensuite, en général, pour faire le clinica, qui dure plusieurs mois, on suit un tuteur qui, lui, généralement, est spécialisé. Un tuteur, c'est un médecin qui est là, qui est déjà en place depuis 20 ans dans l'hôpital. Et donc, comme on va le suivre et essayer de comprendre un peu son savoir-faire, en général, on épouse un peu, bien sûr, sa spécialité. Mais la formation de base, on étudie tout, hein. Si vous avez une maladie cardiaque, c'est le cœur, on est d'accord. Donc, il faut bien connaître la machinerie du cœur. Mais en réalité, nous, praticiens de médecine chinoise, cette maladie du cœur, il y a différentes… Prenons quelque chose de précis, alors, je ne sais pas moi, une endocardite, en médecine chinoise, ce qui peut provoquer l'endocardite et la nature de l'endocardite relève de différentes catégories, de différents types, on va dire, différents types d'endocardite. Donc, il faut être capable de faire justement ces relations avec le reste du corps, sur la transpiration, la température de la personne, sa psychologie, ses émotions, son rythme de vie,
comment il digère. C'est tout ça qui nous permet de dire, ah, en fonction de toutes ces données, on comprend le fonctionnement du corps et on arrive à déterminer, tiens, cette endocardite est de tel type, provoquée par ça et ça, parce que je le vois dans tel symptôme digestif, respiratoire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de toute façon, même si on traite que le cœur, de tout connaître du reste du corps et des relations que nous, on ne fait pas en médecine occidentale et qu'on fait, nous, en médecine chinoise. La relation que j'ai dit tout à l'heure sur la colère, la région thoracique, latérale, la poitrine, les ongles, il y en a d'autres, et le foie, sans, vous allez voir, comment dire, un boîte généraliste, il va dire non, il n'y a aucun lien avec votre foie et vos ongles. Et il a raison. Dans la médecine occidentale, il n'y a pas de lien. Mais en médecine chinoise, nous, on l'a fait le lien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même l'obligation d'une connaissance globale du corps et surtout de ces liens qui existent subtils. Un autre exemple, si on reste dans la tête, en fonction de où se localise le mal de tête, on sait avec quel méridien, à quel réseau avec lequel c'est connecté. Et à ce moment-là, ça nous renseigne aussi sur peut-être un dysfonctionnement d'un organe. D'accord, des fois, c'est un dérèglement de la vessie, des fois, c'est un dérèglement de la vésicule biliaire, des fois, c'est un dérèglement au niveau, comment dire, justement du foie, etc. etc. Donc, on peut, ne serait-ce qu'avec la localisation du maux de tête, si c'est toujours au même endroit qu'il se manifeste, ça nous permet d'avoir une idée sur le réseau qui est touché, sur le système, si vous voulez, qui est touché. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé vraiment de connaître l'ensemble du corps, même si on est spécialisé que sur le cœur, par exemple. Bien sûr, en fait, vous êtes des spécialistes spécialisés. C'est une approche holistique de l'être humain, spécialisée dans un domaine, pour accumuler une forte expérience clinique qui permet d'avoir des résultats remarquables. Voilà. Que la médecine chinoise est rentrée dans l'hôpital public? Les premiers services qui ont été, on va dire, touchés par la grâce, c'est l'obstétrique. En obstétrique, ils ont vu qu'on pouvait aider une femme qui était en train d'accoucher pour faciliter l'accouchement, diminuer la douleur, accélérer le travail. Bon, bref, il n'y a que des avantages. Donc, ils ont, depuis longtemps, dans certains services obstétriques, on utilise l'acupuncture. Certaines sages-femmes font ça, et je pense avec bonheur. Et on a, je pense, accumulé déjà de belles expériences cliniques, une bonne expérience voilà, du sujet. Maintenant, comme on peut faire beaucoup d'autres choses, c'est en train, pas à pas, tranquillement. Mais vous savez, la difficulté, c'est que nous sommes dans un monde, le monde en général, peut-être, on va dire, si on parle de l'Europe, c'est ce que je connais le mieux, on est quand même dans un système qui relève du monothéisme. Le monothéisme est un système de pensée où il ne peut avoir qu'un seul Dieu. On a beaucoup de mal à faire cohabiter deux dieux en même temps. C'est ce qui fait qu'on a une croyance, c'est que la médecine, c'est la science, etc. C'est d'ailleurs devenu la nouvelle religion, tout au moins de l'Occident, en tout cas en Europe, c'est clair et net. Et à cause de cela, ça nous empêche d'avoir une ouverture pour voir que peut-être dans d'autres méthodes que l'on ne connaît pas, on peut avoir aussi de bons résultats, voire même parfois des résultats là où nous n'en avons pas. Et la médecine conventionnelle, la médecine dite scientifique, qui est plutôt scientiste aujourd'hui, elle aurait beaucoup à gagner à faire cette ouverture et travailler avec d'autres approches, la médecine tibétaine, la médecine ayurvédique, la médecine chinoise ou d'autres. Et on s'apercevrait qu'on pourrait avoir, mais bon sang, si vous savez ce qu'on peut faire en médecine chinoise, on voit des tas de gens qui souffrent depuis des années, des choses et ils prennent des médicaments qui ne servent pas à grand-chose, qui les détraquent par ailleurs, qui coûtent cher à la société, qui vous coûtent cher à vous. On n'a pas conscience. On croit, notamment en France, que la santé elle est gratuite. Non, vous la payez. Vous ne vous rendez pas compte et vous la payez. Eh bien, on pourrait faire de grandes économies pour soigner beaucoup de pathologies, comment dire, qui consomment, comment dire, le système de santé, qui utilisent le système de santé, mais pour une efficacité quasiment à zéro. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se résoudre très rapidement, facilement, des fois en quelques séances d'acupuncture, en quelques semaines, comment dire, de plantes, etc., etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on aurait je souhaiterais qu'il y ait une plus grande ouverture dans nos sociétés européennes pour voir l'avantage que nous aurions vraiment collectivement à faire entrer d'autres points de vue.
Et le fait qu'il y ait tout d'un coup un peu plus de médecine chinoise ou d'autres choses que la médecine occidentale ne va pas perdre son prestige. C'est la nouvelle religion. De toute façon, on va rester pendant un bon moment la nouvelle religion. Donc de ce fait, elle ne va rien perdre. Elle ne perdra rien. Un médecin généraliste qui suit correctement son patient, qui dit oui, mais alors, pour la fibromyalgie, là, je ne vais pas vous donner des antalgiques, je sais que ça ne vous servira à rien. Je ne vais pas vous donner des antidépresseurs parce que je sais que ça ne servira à rien. Ben, je vais vous envoyer chez l'acupuncteur qui, lui, parfois a de très bons résultats. Qu'est-ce qui perd, ce généraliste, à faire ça? Il gagne tout. Un, le respect de son patient. Il dit, pour plein d'autres choses, il me soigne. Et pour des choses auxquelles il se sent moins bien, il m'envoie chez quelqu'un qui me soigne ou qui me fait du bien. Il a tout, on gagne tout. Et en faisant ça, au lieu que ce patient soit pas reconnu dans sa maladie, parce que vous savez, la fibromyalgie, par exemple, c'est une pathologie qui n'est pas encore très bien comprise, analysée, les patients ne sont pas véritablement pris au sérieux. Ça commence un peu mieux, mais ça a été longtemps, hein. C'est 25 ans que je vois ça. Et on leur donne des médications qui coûtent cher au système de santé, qui ne servent à rien. Zéro. D'accord? Donc, il faudrait simplement faire preuve de pragmatisme, se baser sur le réel, être pragmatique et dire, bah, tiens, bah, peut-être que pour telle ou telle pathologie, peut-être qu'un ostéopathe serait plus rapide que donner tel antalgique. Ou sur ce coup-là, c'est peut-être la diététique chinoise, ou l'autre, c'est peut-être la naturopathie, ou l'homéopathie. Il faudra avoir cette ouverture. Je sais que ce n'est pas demain la veille, mais nous aurions beaucoup à gagner à commencer à faire un travail en commun, à se réunir, à trouver des solutions pour nos patients. Et c'est ce qu'ils font en Chine. Vous savez, en Chine, on dit, en Chine, c'est le pays des 3 médecines. C'est quoi les 3 médecines? La première, bien sûr, c'est la médecine chinoise, celle qu'ils ont toujours eue. Et elle est officielle, hein, elle est pratiquée officiellement, etc. La deuxième médecine, bah, c'est notre médecine conventionnelle, scientiste d'aujourd'hui. D'accord? C'est la deuxième médecine. Vous savez ce que c'est la troisième? Ils disent, c'est la combinaison des deux. Pour certaines pathologies, il y a des services qui sont spécialisés dans le fait de combiner la médecine occidentale et la médecine chinoise. Je vous donne un exemple pour la cancérologie. La cancérologie, en Chine, on utilise beaucoup la combinaison des deux. Le cancer est une pathologie qui est assez souvent complexe, compliquée, difficile. Ben, le fait d'ajouter, à un moment donné, un complément en plus des radiothérapies, chimiothérapies, mais ça augmente considérablement les chances de survie du patient, de guérison du patient. Bien sûr que ça ne guérit pas tout, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas miraculeux. En revanche, on augmente les chances de guérison du patient, d'être mieux ou d'avoir une vie plus longue. Vous avez des cancers, on sait que allez, la personne elle a pour 6 mois. Mais parfois, de ces 6 mois, c'est 3 ans. Et à 3 ans, ben, qu'est-ce que ça en rapporte de plus? Je suis mort au bout de 3 ans. Oui, mais pour quelqu'un qui va mourir, si vous dites, voilà, peut-être que c'est peut-être pas 6 mois, mais ça va être 3 ans de plus. Je vous assure, dans tous les cas, la plupart des cas, il choisit les 3 ans. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Et souvent, il peut commencer à avoir un autre rapport à la vie, aux gens qu'il aime, à sa famille, etc. Donc, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'arrive pas toujours à faire des miracles. Hein. Ce n'est pas de la magie, c'est de la médecine chinoise. Mais associé à la médecine occidentale, sur certaines pathologies, on peut faire de très belles choses. Et parfois, on a vraiment des beaux résultats. Je ne veux pas surtout pas me mettre en avant. Je ne me considère pas comme un grand praticien de médecine chinoise. Mais récemment, j'ai reçu un message d'une de mes patientes qui m'a dit « Je suis en rémission de mon cancer ». Et elle avait plusieurs cancers, avec des métastases, des choses qui sont, si vous voulez, où on se dit, pour que cette personne aille mieux, mais malheureusement, le pourcentage de chances pour qu'elle y arrive, ça va être faible. Eh bien, on y est arrivé. Peut-être ça ne durera pas, je ne sais pas. Mais il y a quelque temps, c'était considéré comme peu de chances d'avoir un bel aboutissement. Et là, cette personne-là, il ne voit plus rien. Je ne dis pas que c'est moi qui ai fait ça. Attention. Vraiment, je veux être modeste par rapport à ça. C'est sans doute qu'elle a envie de s'en sortir. C'est sans doute qu'il y a les chimiothérapies et qu'il y a mes traitements de phytothérapie, et je la suis depuis 1 an et demi, quelque chose comme ça. On se bat, on se bat. Et c'est ça qui est intéressant, c'est dire, restons humbles, restons tranquilles, travaillons ensemble.
Alors là, pour le coup, je n'ai pas travaillé avec bien sûr, les médecins qui la traitent au niveau de la médecine comment dire, contemporaine. Bien sûr que non, c'est dommage, mais ça serait tellement formidable. Ça serait tellement formidable. Il faudrait que dans tous les services de chimiothérapie, de cancérologie en Europe, en Occident, partout dans le monde, en fait, on y associe d'autres approches que celles de la chimiothérapie, la radiothérapie, etc., ou immunothérapie. La médecine chinoise, la médecine ayurvédique, les autres médecines, il y a des belles choses à faire. Et on doit arriver à ça. Bien, pour terminer, je voudrais te poser une question. Tu n'es pas que médecin, tu es aussi formateur. À qui ça s'adresse, ces formations? Alors moi, j'ai 2 grands groupes de formation. La première, c'est d'abord des formations continues pour des gens qui sont déjà formés en médecine chinoise ou qui sont en train de finir leur formation, ou qui viennent d'être diplômés ou qui sont déjà des praticiens depuis quelques années ou très anciens. Donc, c'est proposer un sujet pour les aider à être plus performants dans un domaine précis de la médecine chinoise. Ça peut être du diagnostic, ça peut être de la phytothérapie, ça peut être des tas de choses très différentes. D'accord? De la diététique, bon, bref. Donc ça, c'est le premier type comment dire, de formation. Le deuxième type, c'est des formations de base. C'est-à-dire, la personne dit, voilà, je ressens que j'ai envie d'aider l'autre, j'ai envie de faire un métier de soin. Je ne me sens pas l'envie de faire des études de médecine conventionnelle. Par contre, je suis attiré par les médecines, on va dire, plus naturelles, entre guillemets, bien que ce terme soit peut-être un peu galvaudé, mais voilà, une autre approche. Je veux étudier la médecine chinoise, ça m'a l'air intéressant, ça a l'air intelligent, ce yin, ce yang, ces machins, ces bidules, ça m'a l'air rigolo, ça a l'air sympathique, et je vais étudier ça. Et bien là, on peut démarrer une formation. Alors pour le moment, il y a beaucoup, voilà, il y a l'essentiel pour pouvoir être formé en médecine chinoise, et je vais t'annoncer un scoop. Il est très probable que j'ouvre officiellement, je dirais, une école justement pour les formations de base, sans doute à la rentrée, pas la rentrée prochaine, mais la suivante en 2023. Parce que ça fait 25 ans qu'on me demande ça. Pendant 25 ans, j'ai hésité parce que je n'avais pas encore l'équipe autour de moi, parce que j'avais encore besoin d'accumuler une forme, si tu veux, d'expérience dans la pédagogie. Et maintenant, je me sens mûr. Après 25 ans de soins, d'enseignement, de recherche, j'écris pas mal de bouquins aussi. Je me sens voilà, maintenant prêt, avec une très belle équipe autour de moi, pour offrir des formations qui tiennent vraiment la route. Parce que, bon, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est un de mes… Mais déjà, on peut commencer à étudier les théories fondamentales, l'essentiel de la médecine chinoise déjà avec ce qui est présent. Et très bientôt, ça sera, je dirais, structuré dans un organisme officiel. Une école. Eh bien, magnifique projet. Merci Philippe pour cet entretien. Merci Je beaucoup. te remercie, Daniel. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt.